Mercredi 25 février, 12h15, heure de Chicago. L'argent est à 91,30 $. Le momentum est haussier depuis des jours. Et puis, sans le moindre avertissement, tous les contrats à terme sur les métaux précieux du CME deviennent noirs. Arrêt total. Zéro offre, zéro demande, zéro découverte de prix. Le gaz naturel revient en ligne au bout de 35 minutes. Les métaux précieux restent dans le noir pendant 90 minutes. La plus grande bourse de métaux précieux de la planète, muette pendant 1h30. 48 heures avant le règlement de mars. L'explication officielle tient en 2 mots. Problème technique. Et quand les portes se sont rouvertes, l'argent a perdu 3 $ en quelques minutes. Vertical, sans rebond. L'or, 70 $ évaporé. Pendant l'arrêt, le CME a annulé chaque ordre du jour dans le système. Le carnet d'ordres entier, vidé et reconstruit de zéro. Ce n'était pas un marché qui rattrape de l'information, c'était un marché qu'on relocalise de force. Les données complètes de cette séquence, avec toutes les sources, sont dans la recherche financière, lien dans la description. Mais laissez-moi vous montrer pourquoi le timing change tout. Si mercredi était une panne isolée, pourquoi est-ce la deuxième perturbation du CME en 21 jours? 5 ans de fonctionnement propre, puis 2 défaillances en février. La première semaine du mois, les prix de règlement retardés. Maintenant, un arrêt complet de 90 minutes, les 2 survenant alors que l'argent poussait vers des niveaux critiques pour les positions courtes, les données des coffres, maintenant. Mardi, l'argent enregistré au COMEX a diminué de 2,2 millions d'onces en une seule journée. HSBC, 647 000 onces perdues. JP Morgan, 374 000. Brinks, 167 000. Le total de l'argent enregistré au COMEX est en dessous de 90 millions d'onces. Ce chiffre baisse de manière persistante, session après session, pratiquement sans réapprovisionnement. L'argent enregistré, c'est le métal légalement disponible pour la livraison. Quand ce réservoir se vide avant une fenêtre de livraison majeure, vous obtenez exactement la tension structurelle qui pousse les opérateurs à tirer le frein d'urgence. 71 millions d'onces de contrats Mars ont été reportés vers des mois ultérieurs. Le plus grand report en une journée jamais observé. En surface, une soupape de pression. Mais voici ce que personne ne discute. Où est le métal de remplacement? Les obligations ont été reportées. La pression immédiate est différée. Mais aucun nouvel argent physique n'entre dans les coffres pour remplacer ce qui en sort chaque jour. L'argent éligible est dans les coffres, oui, mais éligible n'est pas enregistré. Enregistré signifie offert pour la livraison. Compter l'éligible comme offre disponible, c'est compter le cash dans le portefeuille de votre voisin pour calculer votre patrimoine. Stop. Ce que je viens de vous montrer, c'est la surface. Le CME qui s'arrête, les coffres qui se vident, les ordres qui disparaissent. Mais il existe une couche de données que je ne peux pas développer ici. Les inventaires changent chaque jour. Les taux de prêt de l'argent à Londres ont atteint 35% en octobre, avec des pics à 39%. Les flux entre COMEX et LBMA, les conversions entre éligibles et enregistrés. Ces données seraient obsolètes quand vous regarderez cette vidéo. C'est pourquoi elles sont documentées séparément, avec les sources primaires actualisées quand les chiffres changent. La recherche financière contient 5 analyses supplémentaires. L'argent avec les données COMEX, LBMA et Shanghai. Le dossier Venezuela, le pétrodollar, la dette américaine, et chaque nouvelle documentation. Un accès, toutes les analyses, pour toujours. Lien dans la description. Et les livraisons elles-mêmes racontent une histoire que les gros titres ignorent. En janvier, un mois mineur dans le calendrier de livraison, le COMEX a traité près de 50 millions d'onces de livraison d'argent. C'est 7 fois le niveau de janvier de l'année précédente. En février, le taux de livraison a atteint 98% de l'intérêt ouvert. Ce chiffre signifie que pratiquement tous les détenteurs de contrats ont exigé le métal physique plutôt que de reporter ou de régler en espèces. Ce n'est plus un marché de futur qui fonctionne normalement, c'est un mécanisme d'allocation physique déguisé en bourse de produits dérivés. Maintenant, direction Shanghai. L'argent spot à Shanghai se négocie autour de 101 $ l'once, les futurs à 106, le spot occidental 87 à 89 $. La prime de Shanghai est de 12 $ par once, les futurs à 17 $ au-dessus du spot occidental. Cette prime s'est élargie quand le CMU a chuté mercredi. Le marché physique paie plus que le marché papier. C'est un aveu structurel. Le Shanghai Futures Exchange a suspendu environ 25 groupes de trading en février pour violation des limites de position. La même tension des deux côtés de la planète. La demande physique teste les limites du cadre papier. Si vous êtes encore là, vous avez compris la dynamique. Les données actualisées sont dans la description. La recherche financière. Continuons. Le contrat or de février montre encore environ 4000 contrats ouverts. 12 tonnes métriques d'or.
Au prix actuel, autour de 5 160 $ l'once, cela représente environ 2 milliards de dollars de métal, qu'une partie est obligée de livrer et qui n'est pas livrée. Février est fonctionnellement terminé. La pratique standard liquide la grande majorité des contrats du mois de livraison bien avant les derniers jours. 4000 contrats encore debout si tard dans le cycle. Ce n'est pas un retard administratif. C'est un indicateur que quelqu'un dans la chaîne de compensation a du mal à sourcer 12 tonnes d'or physique contre ses obligations contractuelles. Et si l'or, le marché plus profond, plus liquide, plus mature, montre des signes de tension sur les livraisons, qu'est-ce que cela vous dit sur l'argent? Où l'inventaire enregistré est plus petit, où la demande industrielle est inélastique et croissante, et où le premier producteur mondial traverse une crise sécuritaire sans précédent. Ce producteur, c'est le Mexique. Plus de 200 millions d'onces par an, le premier producteur mondial d'argent minier, et la situation vient de basculer de façon dramatique. Le 22 février, les forces armées mexicaines ont tué Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, le chef du cartel Jalisco Nouvelle Génération, l'homme le plus recherché du continent américain. Une prime de 15 millions de dollars sur sa tête. L'opération a eu lieu à Tapalpa, Jalisco. Dans les heures qui ont suivi, le cartel a lancé une offensive de représailles à une échelle que le Mexique n'avait pas connue depuis des années. Des barrages routiers dans plus de 20 États, des véhicules incendiés sur les autoroutes, des fusillades entre membres du cartel et forces de sécurité, plus de 25 membres de la garde nationale tués en une seule journée dans l'État de Jalisco. Guadalajara, ville hôte de la Coupe du Monde en juin, transformée en ville fantôme. Transports suspendus, écoles fermées, vols annulés vers Puerto Vallarta et Mazatlan. Les ambassades de 6 pays, dont la France, ont demandé à leurs citoyens de se mettre à l'abri. Et voici le lien direct avec l'argent. Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas. Ce ne sont pas seulement des bastions de cartels, ce sont les États qui abritent certaines des mines d'argent les plus productives du monde. Il n'y a pas de successeur clair à El Mencho. Son frère, son fils, sa fille, tous dans des prisons américaines. Les analystes prédisent une guerre de succession entre commandants régionaux, ce qui signifie une escalade de la violence dans les mois à venir. Plus de perturbations dans les corridors de transport, plus de risques pour les opérations minières. En janvier déjà, 10 employés de Vizsla Silver, une société minière canadienne, ont été enlevés par des groupes armés à Sinaloa. 5 confirmés morts, avant la mort d'El Mencho, avant l'escalade. Quand le premier producteur mondial d'argent traverse une crise sécuritaire qui s'aggrave, cela se traduit directement en risque d'approvisionnement, sur un métal qui affiche déjà un déficit structurel de plusieurs centaines de millions d'onces par an. La production mondiale est autour de 830 millions d'onces. La consommation dépasse 1 milliard 200 millions. L'écart ne se comble pas, il s'élargit. La demande industrielle, tirée par le solaire, l'électronique et les véhicules électriques, dépasse 650 millions d'onces par an à elle seule. Et les stocks tampons des fabricants, autrefois à 120 jours, sont tombés entre 30 et 45 jours. Un point de données supplémentaire, l'intérêt ouvert sur l'argent au COMEX est en baisse. Le capital quitte le marché des futurs. Dans le même temps, SLV, le plus grand ETF adossé à l'argent physique, enregistre des entrées quotidiennes régulières. Ce n'est pas une rotation aléatoire, c'est un repositionnement délibéré du risque. Des traders sophistiqués préfèrent payer les frais de gestion de l'ETF et accepter l'erreur de suivi plutôt que détenir un contrat à terme qui garantit théoriquement la livraison. On n'abandonne pas l'instrument le plus efficient en capital pour le moins efficient sans raison profonde. Et la raison est un doute fondamental sur la capacité du marché des futurs à remplir sa fonction de livraison. Quand cela arrive dans un marché dérivé à effet de levier, vous n'avez pas une correction graduelle, vous avez un point de rupture. Maintenant, je vous dois le scénario baissier. L'honnêteté intellectuelle l'exige, et parce que quiconque ne vous présente qu'un côté de l'argument ne vous éduque pas. Il vous recrute. Premier scénario. Mercredi était exactement ce que le CME a dit. Une panne technique. Les bourses opèrent des infrastructures d'une complexité considérable. Des composants tombent en panne. Le gaz naturel a des mécaniques de compensation plus simples et à récupérer plus vite. Les métaux nécessitèrent des vérifications supplémentaires, et le délai de 90 minutes reflétait la prudence procédurale, pas une intention stratégique. La chute de 3 $ à la réouverture, une cascade classique de stop. Des positions longues avec levier liquidé mécaniquement dans un carnet maigre après un arrêt prolongé. Aucune coordination nécessaire, juste des algorithmes exécutant des déclencheurs de liquidation préprogrammés dans un environnement à faible liquidité. L'annulation des ordres, un protocole standard cohérent avec les procédures publiées du CME pour les interruptions prolongées. Le report de 71 millions d'onces a absorbé la pression de livraison qui s'accumulait. La prime de Shanghai pourrait se réduire à mesure que les conditions se stabilisent. Les perturbations au Mexique pourraient s'atténuer.
L'argent éligible dans les coffres du COMEX peut être converti en argent enregistré, si les incitations de prix le justifient. Chaque point de données que j'ai présenté a une explication banale. Le scénario baissier est mécaniquement cohérent. Le rejeter par réflexe ferait de moi le narrateur biaisé que je critique chez les autres. Mais voici pourquoi l'histoire suggère que cette explication, bien que valide isolément, est incomplète quand on voit le schéma complet. Le 28 novembre, le CME a arrêté le trading de l'argent. Pas 90 minutes, 10 heures. 10 heures complètes de noir sur la principale bourse de futurs argents du monde. La raison officielle, des problèmes de refroidissement de l'infrastructure. L'argent se négociait à 53,26 $ quand l'écran s'est éteint. Cet arrêt est tombé directement sur le premier jour d'avis de livraison pour les contrats de décembre. Des rapports de desk institutionnels, pas de cercle conspirationniste, indiquaient qu'un industriel chinois avait notifié le COMEX de son intention de prendre livraison physique de 30 millions d'onces. 30 millions contre un inventaire qui ne pouvait pas absorber ce volume sans détresse visible. Quand le trading a repris après 10 heures de noir, l'argent a immédiatement bondi à 56,78 $. En 60 jours, il avait plus que doublé, dépassant 121 $. Les problèmes de refroidissement n'ont jamais été l'histoire. La pression de livraison était l'histoire. L'arrêt était la réponse fiévreuse du corps à une infection que le système ne pouvait pas combattre, avec des anticorps normaux. Et quand la fièvre est tombée et que l'infection est restée, le prix a fait ce que les prix supprimés finissent toujours par faire quand la réalité physique submerge les mécaniques papier. Il a bougé violemment pour refléter la vérité. Jesse Livermore a écrit quelque chose dans les mémoires d'un spéculateur qui a survécu un siècle, parce que cela décrit une vérité qui ne change jamais. Ceux qui contrôlent l'infrastructure du marché auront toujours un avantage structurel sur les spéculateurs extérieurs. Quand vous contrôlez la bourse elle-même, vous contrôlez quand le jeu se joue et quand il s'arrête. Projetez ce schéma sur mercredi. L'argent à 91. COMEX enregistré sous 90 millions d'onces. Shanghai à 12 $ de prime. Mars à 48 heures. 4000 contrats hors de février non livrés. 25 suspensions au SHFE. El Mencho tué et le chaos dans les régions minières du premier producteur mondial. Et précisément à cette intersection de pression convergente, la bourse s'éteint 90 minutes et rouvre sur une cascade qui réinitialise le momentum, liquide les stops et vide le carnet. Le schéma de novembre n'a pas prédit l'explosion de prix à cause de l'arrêt. L'arrêt était sans pertinence pour la trajectoire. Ce qui comptait, c'est que les conditions qu'il avait provoquées étaient réelles. La pénurie physique, la pression de livraison, le positionnement short concentré. Aucune de ces conditions ne s'est résolue par une pause de 10 heures. Quand elles ont persisté dans les semaines suivantes, le prix a bougé pour refléter la réalité que l'arrêt avait temporairement obscurcie. Les conditions présentes ne se sont pas résolues non plus. Le report n'a créé zéro nouvelle offre, l'inventaire continue de baisser, Shanghai paie des primes à 2 chiffres, le Mexique est en crise, l'anomalie hors de février reste ouverte, la migration des futurs vers les ETF s'accélère, 25 suspensions au SHFE en un seul mois. Premier jour d'avis de mars, demain, 27 février. Vérifiez les rapports du COMEX vous-même. Comparez Shanghai avec le spot occidental en temps réel. Regardez les contrats hors de février. Chaque donnée référencée dans cette vidéo est publiquement disponible, gratuite, vérifiable. La plupart ne vérifieront pas. Le biais de confirmation est le sédatif le plus puissant jamais inventé. Les gens préfèrent protéger une croyance confortable plutôt que la tester contre des données qui pourraient exiger une conclusion différente. Ceux qui vérifient n'ont jamais besoin d'être convaincus par qui que ce soit. Les chiffres font le travail. Je m'assure simplement qu'ils atteignent des gens prêts à les regarder sans ciller. Si cette vidéo change votre lecture de ces marchés, laissez un pouce en l'air. Partagez-la avec quelqu'un qui croit encore que le prix papier est le mot final sur la valeur de l'argent. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Parce que quand la prochaine disruption frappera et les données structurelles que nous venons d'examiner ensemble disent qu'une autre arrive, cette chaîne est là où l'analyse détaillée atterrit en premier, sans filtre, sans sponsor, sans agenda caché. Nous nous voyons demain. Avec les derniers développements sur les livraisons de mars, les chiffres des coffres ne mentent pas. Les prix de Shanghai ne mentent pas. Les taux de prêt à Londres ne mentent pas. Les avis de suspension à Shanghai ne mentent pas. Ceux qui gardent ces coffres et qui opèrent ces bourses, c'est une toute autre question. Ceci est de l'éducation financière, pas du conseil en investissement. Investissez avec logique, jamais avec émotion, jamais avec des décisions impulsives. Restez informés, restez préparés.